Je vous rappelle les 3 dimensions qui confèrent du sens au travail. Donc la première, c'est l'utilité sociale. Est-ce que j'ai l'impression que via mon métier, je transforme positivement le monde ou la société? Donc effectivement, les métiers qui ont des hauts scores d'utilité sociale, enfin de sentiment d'utilité sociale, donc on l'a dit, hein, les services d'aide à la personne, aide à domicile, etc., les enseignants, beaucoup. Mais en fait, le paradoxe qui est intéressant de souligner quand même, c'est que les métiers qui ont un haut score d'utilité sociale aujourd'hui sont mal perçus, enfin mal reconnus dans la société. Vous avez peut-être entendu parler en 2013, il y a un article de presse qui avait fait énormément de bruit d'un anthropologue américain qui s'appelle David Graeber qui parlait des bullshit jobs. Vous avez entendu ça, des métiers à la con, hein, littéralement en anglais. Et en fait, cet article disait quoi? Disait, il y a un gros problème dans nos sociétés occidentales, c'est que plus vous faites des métiers qui ne transforment pas positivement le monde, donc on va dire par exemple le fait de travailler dans la spéculation, la finance, ou voire d'avoir des postes où on ne contribue pas au bien commun, plus paradoxalement ces métiers sont bien payés. Et il prenait l'échelle, le bas de l'échelle sociale, donc il parlait des infirmières, des éboueurs, etc. Et il disait, sans ces métiers, il n'y a plus de société. On l'a d'ailleurs vu de manière franche et directe avec la crise du Covid. Et paradoxalement, ce sont les métiers les moins bien payés. Donc il y a un espèce de paradoxe. Il disait les bullshit jobs, donc les planificateurs Excel, les consultants, hein, je me mets moi-même dans ces jobs. Il pointait du doigt ce paradoxe qui a fait énormément réagir, vraiment en France, mais partout ailleurs dans le monde. Et donc, c'était bien avant le Covid, ça a beaucoup fait réfléchir les gens sur cette question du sens de leur travail. Ça a été comme un « Ah, et moi ? Et moi, où est-ce que je me situe là-dedans ?» Donc, l'utilité sociale, voilà, c'est une dimension importante. La cohérence éthique, je voulais un petit peu illustrer tout à l'heure, c'est est-ce qu'on me demande, dans mon travail, dans ma structure, d'agir en cohérence avec ce qui me semble juste. C'est pas la question des valeurs, c'est je peux travailler n'importe où, je peux être dans une PME qui vend des fenêtres ou j'en sais rien, n'importe quoi. Est-ce que la manière dont on me demande de faire le travail, je suis OK? Est-ce qu'on ne me demande pas de mettre de la pression sur le client, etc. C'est ça la cohérence éthique. La façon la plus simple de comprendre, c'est quelle est la population qui est le plus mise à mal aujourd'hui dans la cohérence éthique? Ce sont les soignants à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Pensez aux sages-femmes, par exemple. Les sages-femmes, il y a 10-15 ans à peu près, elles géraient en moyenne 3 patientes en même temps. Ce qui était déjà énorme. Hein. En Angleterre, c'est une sage-femme pour une patiente. Aujourd'hui, en France, en moyenne, c'est une sage-femme pour 5 patientes. 5 femmes qui sont en train d'accoucher en même temps. C'est ça la cohérence éthique. C'est qu'il y a un problème dans la manière dont on nous demande de faire notre travail. On ne se retrouve plus, on aime notre travail, notre métier a du sens, on ne se retrouve plus dans la manière dont on demande de nous le faire. Ça, c'est très important. Et la troisième, je le disais, c'est la capacité de développement. Est-ce que dans mon organisation, on me développe? Est-ce que j'ai des opportunités d'apprendre, d'être formée, de toujours rester finalement au plus haut niveau de ce qui se fait dans mon travail? Vous parliez tout à l'heure des grands groupes. Vous aviez une question là-dessus sur est-ce que les jeunes fuient les grands groupes ou au contraire sont attirés? Voilà, est-ce qu'ils aiment bien? Alors moi, j'aimerais apporter quelques éclairages là-dessus parce que ce qui est intéressant, c'est que les médias se sont engouffrés dans la brèche suite au discours là, dont je vous parlais, des grandes, des diplômés qui disent oui, on ne veut plus aller dans les grands groupes, etc. Bon, dans les faits, ce sont toujours ces grands groupes qui attirent encore les jeunes diplômés. Et en fait, quand on se penche un peu sur les raisons qui font qu'ils continuent d'y aller, c'est pas tant pour l'impact positif sur le monde, parce que ça, c'est en discussion, c'est plutôt pour justement cette capacité à leur donner accès à des formations de qualité. Évidemment, ils ont les moyens, vous allez me dire. Mais bon, toutes les entreprises qui ont les moyens ne le font pas forcément. Certains grands groupes investissent massivement dans des programmes de formation pour les salariés, et très tôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, il n'y a pas besoin d'être cadre pour pouvoir avoir droit à participer à ces programmes. Donc, les PME et les ETI ont tout intérêt, à leur niveau, bien évidemment, à prendre exemple sur cette dimension-là, qui est que plus on investit dans la formation, en fait, c'est un investissement long terme. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a vraiment un sujet ça permet de retenir certaines personnes aussi.
quand on démarre dans le métier de formateur, on a une obligation de débuter par une formation pédagogique pour apprendre le métier de formateur, parce qu'on ne s'improvise pas formateur comme ça. Donc c'est une formation sur 2 ans. C'est parfois un peu compliqué d'envoyer un jeune formateur qui débute. Moi, je l'ai expérimenté. Ça a été l'échec, parce que la personne, elle doit préparer ses cours, suivre des jeunes, découvrir un fonctionnement, partir en formation, rédiger un mémoire. Donc, ça n'a pas fonctionné, parce que c'est trop de travail. Et du coup, il y a des priorités qui sont faites et on délaisse la formation. Donc, fort de cette expérience, eh bien, aujourd'hui, je donne la possibilité à un formateur d'exercer son métier pendant 1 ou 2 ans et je l'envoie en formation ensuite, quand on va dire les bases sont stabilisées. Il ne faut pas aller trop vite, il faut donner du temps au temps, et parfois on veut aller un peu vite. Le retour d'expérience sur les formations, c'est la montée en compétences, l'autonomie, et puis il y a ce qu'on apprend en formation, mais il y a aussi toutes les relations et l'échange d'expériences avec d'autres collègues qui vivent des choses parfois identiques, l'échange de bons tuyaux, c'est quelque chose qui est important. Et ça motive aussi à rester dans l'établissement. Et puis je suis toujours partie, je l'ai dit tout à l'heure, du principe qu'on ne peut pas être dans la formation sans se former soi-même. Et c'est vraiment de la montée en compétences. Et puis c'est une bouffée d'oxygène aussi pour soi. Les gens veulent comprendre, veulent contribuer au mouvement de l'entreprise et ils veulent surtout savoir où elle va. En fait, je reprends mes histoires de navigateur. Si vous pouvez toujours monter dans un bateau, il peut aller vite, mais si vous ne savez pas où vous devez aller, vous n'allez jamais y arriver en fait. Donc en fait, dans l'entreprise, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un rôle du management, en tout cas du dirigeant, d'être très pédagogue sur le sens et de donner à travers ce sens-là, qui peut être un sens, il ne faut pas que ça soit trop abstrait, et de donner la possibilité aux gens de se raccrocher derrière ce sens-là. C'est-à-dire, oui, je sais que je peux contribuer à ça. En France, on associe souvent le management, ou en tout cas la prise d'un service en tant que manager, à une promotion. Mais en fait, le management, c'est un métier. C'est pas une promotion. C'est pas comme ça que ça marche. Justement, ce que les jeunes rejettent notamment, c'est des managers qui se sont tellement éloignés du terrain qu'en fait, qu'ils ne savent plus vraiment être soutenants au moment où il y a des problèmes, qui ne savent plus finalement les aider à résoudre des problématiques, etc., qui n'encadrent plus en fait. Des ministres, quoi. Voilà, un petit peu. Il y a 2 façons de promouvoir. Il y a effectivement d'offrir la possibilité de devenir manager si on en a envie et si on est accompagné pour le devenir, parce que sinon ça peut vite devenir un cadeau empoisonné. Et il y a aussi l'expertise. C'est-à-dire que valoriser la technicité, de dire tu es un très bon expert sur les achats, tu sais négocier, c'est ta force. Eh bien, il faut savoir aussi valoriser ça. Il faut savoir offrir des filières de promotion, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la réussite ne repose plus sur cette idée de grimper des échelons hiérarchiques. C'est pas parce qu'on, vous savez, dans les années 70-80, dans les entreprises, plus vous y aviez une grosse voiture de fonction, plus votre bureau était haut dans l'immeuble, waouh, vous aviez réussi. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ces symboles-là. Donc, valoriser le fait de dire je suis aussi reconnu comme un bon professionnel, un bon expert du terrain. J'ai des savoir-faire qui ont de la valeur et mon entreprise reconnaît ça. Donc réfléchir à cette promotion de filière d'expertise, je pense que c'est vachement intéressant, d'autant qu'on vit dans une époque où il y a quand même un regain de valorisation du travail manuel. C'est lent, encore une fois, c'est un mouvement qui est marginal, mais qui existe. Je veux dire, et je pense que là, pour le coup, dans votre secteur, il y a une grande carte à jouer là-dessus. C'est que c'est tout à fait juste ce que vous disiez, madame, c'est que aujourd'hui, les jeunes ont envie de voir le résultat tangible de leur travail. Ce qui pose problème dans les bullshit jobs, pour reprendre cette expression, c'est qu'on rentre à la fin de la journée et on ne sait pas expliquer à notre conjoint, nos familles, ce qu'on a fait. Je ne sais pas, j'ai passé mon temps à faire du reporting, remplir des tableaux Excel, etc. C'est tellement impalpable que ça déshumanise, en fait. Alors que le travail manuel, c'est très clair. Déjà, on peut partager beaucoup plus facilement. Le sens de notre travail au quotidien est beaucoup plus lisible. Et donc ça, je pense que c'est vraiment il faut jouer cette carte-là, parce que ça parle à tout le monde, à toutes les catégories sociales, à tous les jeunes. Tous les jeunes ont envie de ça.
quel que soit leur niveau d'études, ils ont envie de retrouver cette tangibilité, cet ancrage du concret, en fait. Les métiers manuels ont été dénigrés depuis très très longtemps. Oui. Le fur. Le problème, il est là aujourd'hui, et tout d'un coup, il y a un zoom qui se fait sur les métiers manuels, et cette envie d'y revenir, mais ils ont été dénigrés. C'était pas valorisant de faire un CAP ébéniste ou d'être tourneur-fraiseur. Voilà, je crois que c'est aussi ça le problème. Et on y revient, et tant mieux. Mais le chemin va être long quand même. Au niveau de l'éducation nationale, ils viennent de créer un CAP. Alors, il y a le CAP AEPE ex-petite enfance qui parlait à tout le monde. Un CAP voilà, petite CAP enfance, petite enfance, ça je parle. comprends. Aujourd'hui, ils en ont créé un qui s'appelle CAP grand âge. Eh ben, ils sont en déficit de recrutement, mais... Qu'est-ce que le grand âge? C'est normal. À partir de quand? Il y a un vrai problème aujourd'hui entre ce qui est affiché de la part des entreprises et ce qui est vécu par les salariés. Et ils ne sont pas dupes. Donc, quand vous lisez les études aujourd'hui sur la façon dont la transition écologique ou la transition environnementale est menée dans les entreprises, un des problèmes majeurs que soulignent les salariés, c'est la discordance entre ce qui est communiqué comme valeur et ce qui est vécu de la part des salariés. En revanche, là où les salariés attendent des choses, c'est sur leur travail concret, dans leur pratique métier, dans la façon d'acheter leurs produits. Les formations sur la transition écologique ou transition environnementale aujourd'hui sont principalement occupées, on va dire, enfin en tout cas les gens qui sont envoyés dans ces formations-là sont plutôt des cadres, plutôt des DG, mais assez peu les métiers quand on descend les niveaux hiérarchiques. Or, c'est l'urgence de former justement les métiers du terrain, les métiers, en plus dans votre secteur encore plus, et j'imagine que vous allez... Et les diplômes n'existent pas. Il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. En fait, nous, on a eu une stratégie. Au départ, on a créé un ministère de la RSE. Ça ne marche pas. C'est comme un ministère de l'écologie. Quand il va aller discuter avec le ministre de l'économie, il va rentrer chez lui, il va dire merde, j'ai rien. Il va démissionner en direct à la radio. Il va démissionner en direct à la radio. Si vous créez un ministère de l'écologie, ça ne marche pas. Par contre, si vous créez un programme, un réel programme, vous dites l'écologie, la RSE, parce que l'écologie, la RSE, elle est partout dans l'entreprise. C'est-à-dire que le gars qui doit acheter des crayons, s'il n'a pas un référentiel pour acheter le crayon, il y a des chances qu'il achète des crayons chinois. C'est à peu près sûr. Il va regarder le prix. Et là, vous allez regarder l'entreprise à 360 et vous allez avoir ça. Donc, il vaut mieux travailler, enfin pour moi, il vaut mieux travailler sur des grands groupes, des gens qui vont aller travailler sur les cahiers des charges, sur les filières, des gens qui vont aller travailler sur des cahiers des charges, sur je ne sais quoi, et définir des référentiels. Et que ces référentiels soient partagés par tous. Il y a un moment, si on ne change pas la façon dont on mesure les choses dans l'entreprise, on ne fera pas de RSE. Si on reste sur les schémas de maximisation à l'infini du profit, juste ça ne colle pas en fait. On n'a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour comprendre ça. Il faut changer les mesures, les indicateurs de mesure. Et donc, intégrer dans les indicateurs de mesure qui vont guider l'action de tous les métiers dans l'entreprise, je vous rejoins, pas juste, l'impact sur l'environnement, l'impact sur le social, l'impact sur les eaux, et j'imagine que c'est des choses que vous expérimentez déjà au quotidien, mais effectivement, il faut que ça rentre dans tous les métiers, dans toutes les activités de l'entreprise. Ça n'existe pas, une entreprise sans dirigeant, sans manager, sans encadrant. Ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner plus de pouvoir de parole et d'expression aux salariés. Comment on peut faire pour que les décisions de l'entreprise soient discutées en incluant beaucoup plus les salariés ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la majorité des entreprises en France, on n'est pas très bon au niveau européen. Quand vous comparez à des métiers comme l'Allemagne ou les pays du Nord, la Suède, etc., on est même très mauvais sur la façon dont on prend les décisions en entreprise. C'est extrêmement concentré tout en haut du pouvoir de la chaîne, mais la voix des gens qui sont sur le terrain est très peu entendue. Cette aspiration à l'équilibre des temps de vie, à participer à la vie de l'entreprise, à comprendre le cap qu'on me donne, à y adhérer, à m'écouter, à faire ensemble,
je veux dire, c'est le sens de l'histoire, entre guillemets. Les gens ont envie de ça, et je pense que c'est tout à fait sain qu'aujourd'hui, on se pose collectivement la question, les dirigeants, les DRH, les salariés, les syndicats, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Il ne faut pas se lamenter de cette transformation. Enfin, je pense que si on le prend positivement en se disant ça va nous aider à relever les défis, vous savez, on n'en parle jamais de ça. Dans le rapport du GIEC, il y a un chapitre qui est concerné, qui est complètement, qui concerne les principes de gouvernance dans les organisations. Et c'est très clair, ils sont très clairs. Les scientifiques disent également qu'on ne relèvera pas le défi de la transformation climatique sans changer la manière dont on prend les décisions dans les organisations, la manière dont est organisé le pouvoir. Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir nos 3 experts. Merci.